On me reproche souvent de faire des analyses de films Barbie avec mes yeux d'adulte. Je sais que ce n'est pas l'humour de tout le monde et que ça n'intéresse pas les gens forcément de décrypter ce genre de choses, mais moi j'adore ça, c'est totalement mon humour et totalement ce qui m'intéresse, donc si ça ne vous plaît pas, je vais pas pouvoir faire grand chose. Je voulais juste vous le dire parce que j'ai une recrudescence de ce genre de commentaires et je suis juste en mode, on se prend pas la tête ici, juste on rigole sur ce genre de choses, on voit un peu ce qui a changé et voilà, on passe du bon temps. Donc vraiment, apaisez vos cœurs. Vraiment. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont je voulais vous parler depuis plusieurs années maintenant, même depuis le début de la chaîne. Et c'est vrai qu'il y a une recrudescence de cette thématique dans les vidéos sur TikTok, sur YouTube, dans le milieu anglophone de Barbie. Et je me suis dit, allez, moi aussi je vais en parler. Et si Barbie, la princesse et la pop star, n'était pas un bon remake de Barbie Cœur de princesse? Attendez, ne vous énervez pas tout de suite. Je ne dis pas que c'est un mauvais film, loin de là. Mais il y a quand même des choses qu'on a à se dire. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Et on est parti. Oh, attention, cette pierre est glissante. Barbie, la princesse et la pop star est un film sorti en 2012 et son titre fait écho au titre VO de Barbie Cœur de princesse, The Princess and the Pauper, qui découle directement de l'œuvre originale de Mark Twain, son roman Le Prince et le Pauvre. Malgré ses racines, Barbie, la princesse et la pop star semble être totalement à côté de la plaque de l'intrigue originale. Car dans Barbie Cœur de princesse, comme dans l'œuvre originale de Mark Twain, on parle de classe sociale et de disparité. Dans Cœur de princesse, on a une réelle opposition de classe, puisque Annelise, bien qu'étant une princesse, avec ses enjeux et ses problématiques, n'en reste pas moins une femme de pouvoir, qui peut quand même s'en sortir malgré tout, au pire des cas, avec un mariage de raison. Alors qu'Erika, elle, est une jeune fille pauvre et surendettée qui est sous la joug de Madame Carp. Et si elle n'avait pas connu Annelise, elle ne s'en serait jamais sortie probablement. Dans La princesse et la pop star, nous sommes confrontés à deux personnes extrêmement privilégiées. Bien sûr, Tori, étant une princesse, a beaucoup d'avantages. Mais vous allez me dire, Kira, elle fait partie du commun des mortels. Eh bien non, pas vraiment, puisqu'elle est une pop star ultra connue et riche. Et quand bien même elle viendrait d'une famille de classe plus moyenne ou pauvre, aujourd'hui, elle fait partie de la classe supérieure. Mais après tout, c'est un film pour enfants, c'est quand même vachement marrant de voir une princesse et une pop star échanger leur rôle. Et c'est un film pour enfants, donc on peut se dire que tout va s'arranger d'un coup de baguette magique, ou d'arbre à diamant, ou de brosse à cheveux. Mais on ne peut quand même pas nier que ce sont toutes les deux des femmes connues avec du pouvoir, et que ça enlève l'essence même de l'intrigue de base du prince et le pauvre. Et c'est vrai que dans le film, leurs enjeux sont assez simplistes, puisque Tori ne veut pas faire de discours à la cour royale, et ça fait un peu enfant gâté, on va pas se le cacher, et Kira, elle, a le syndrome de la page blanche. Je ne vous dis pas que ce ne sont pas des problèmes qui peuvent être graves dans leur vie, mais quand on voit le reste du film, ça sonne un peu creux. On apprend que Meribella a été frappée par une grande sécheresse, plongeant la majorité des habitants dans une grande famine, et surtout dans un manque de moyens évident. On apprend que Tori n'est pas du tout au fait de ce qui se passe dans son pays et qu'elle n'a même jamais mis les pieds dans les quartiers pauvres. Tu sais, Riff, je crois que je n'avais encore jamais mis les pieds ici avant. Sous les traits de Kira, deux petites filles lui expliqueront ce qui se passe dans le royaume. Tu peux signer mon t-shirt? J'aurais tellement voulu aller voir ton concert. Tu sais, il y en a encore un ce soir. Tu pourras peut-être encore voir Keira, me voir. J'aimerais tellement, mais papa a dit que c'était trop cher. Mon papa aussi, pas de veine. Tu sais, c'est difficile pour beaucoup de gens en ce moment. C'est à cause de la grande sécheresse. La sécheresse? La sécheresse continue alors? Ah oui, les vignobles ont séché sur pied cette année. Papa dit que c'est une période très difficile. Je n'en savais rien. Bah, c'est logique, il faut vivre à Meribella pour le savoir. Oui, c'est logique, tu as raison. Tori découvre alors que la majorité de son peuple n'est pas en mesure de se payer le concert de Kira et surtout de manger à leur faim.
Et c'est un peu terrible comme révélation parce qu'en fait on se rend compte que Tori, eh bien au-delà du fait qu'elle n'est pas au courant, mais ça c'est un sujet qu'on abordera plus tard, elle n'a même pas été affectée par ce qui se passe dans le royaume derrière les murs de son château. Son mode de vie n'a pas changé, alors que les gens ont littéralement faim. Et même si je comprends qu'à la fin, elle rende le concert gratuit et que ça a un certain enjeu, puisque c'est comme ça qu'elle s'ouvre une première fois à son peuple pour être une meilleure souveraine, eh bien, ça balaye quand même toutes les autres problématiques. Si un peuple tout entier a faim, il est probable que les gens aient beaucoup de travail, soient très fatigués et n'aient même pas les moyens de locomotion de se rendre au concert. Et rendre un concert gratuit, ça va sauver personne. Mais oui, vous allez me dire, c'est la première action de Tori en tant que princesse, elle va quand même faire quelque chose pour la sécheresse à la fin du film. Oui, bien sûr. Nous modifierons le système d'irrigation de Meribella pour éviter de futures sécheresses et nous établirons également un service d'aide pour tous ceux qui en ont besoin. À partir d'aujourd'hui, moi, la princesse Victoria, j'ai l'intention d'utiliser ma voix pour parler au nom de ceux qui n'en ont pas. Et faire de Meribella un royaume où il fait bon vivre. Je vous remercie. Et oui, évidemment, c'est bien, Tori règle tous les problèmes à la fin et on se dit qu'elle va devenir une super souveraine quand son tour viendra. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, où est son père? Est-ce qu'il est censé régner? Est-ce qu'il y a un gouvernement? Est-ce que quelqu'un comptait faire quelque chose pour la sécheresse? Et en plus, pendant tout le film, il s'évertue à essayer de faire de Tori une bonne princesse sans jamais l'informer de ce qui se passe vraiment dans le royaume. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir, comment vous voulez que quelqu'un gouverne un pays qu'il ne connaît pas, littéralement? Et ne vous y méprenez pas, j'adore que Tori soit celle qui apporte des solutions et qui trouve sa voie, mais on va pas se mentir, cette solution-là, elle devait bien être viable depuis l'année dernière, en fait, depuis que c'est arrivé. Genre, ils ont pas des ingénieurs qui travaillent pour la cour? Enfin, je sais pas, il vous a fallu un an pour faire quelque chose? Et on nous présente le producteur de Keira, Seymour, comme un homme véreux et méchant, puisque c'est l'antagoniste du film, et que son but, c'est de s'enrichir en volant l'arbre au diamant. Et alors, je ne vais surtout pas excuser Seymour, mais c'est quand même un peu gonflé qu'on nous explique que c'est le méchant de l'histoire, alors qu'il veut juste s'enrichir et en profiter, alors que c'est littéralement ce que fait la famille royale, derrière les murs du château, à continuer à faire des réceptions, à manger à leur faim, à avoir des bijoux et des robes somptueuses, alors que le peuple meurt de faim. Genre, et il a fallu que ce soit Tori qui fasse « Eh, c'est pas cool ce qu'on fait là !» Bon, évidemment, tout ce que je vous ai dit, ça enlève pas du tout les qualités du film. Les chansons, c'est quand même le point fort. J'aime beaucoup aussi le design. C'est vrai que ça fait partie des nouveaux avec Apprenti Princesse où j'aime beaucoup l'univers. Et puis j'adore que Tori et Keira aient une vraie relation suivie, une vraie amitié qui se construit. C'est un peu ce qui manque dans Barbie Cœur de Princesse. Voilà, par manque de temps sûrement dans le scénario. Mais si vous me laissiez réécrire le film Mattel et en faire un live action, j'ai des idées. Mais en tout cas, on peut pas nier le fait que Barbie, la princesse et la pop star, c'est pas un bon remake de Barbie Cœur de Princesse. C'est un chouette film, mais c'est pas un bon remake. D'ailleurs, avec Dr Pralinus, on vous fera bientôt une vidéo sur les 4 adaptations du Prince et le Pauvre de Mark Twain dans l'univers Barbie. Mais ça, c'est pour un autre moment. Et vous, est-ce que vous pensez que Barbie, la princesse et la pop star est un bon remake de Barbie Cœur de Princesse? Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans le Barbie Cinematic Universe. À bientôt!